Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables, durement touchés par les catastrophes climatiques, c'est l'une des décisions majeures prises lors de la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est déroulée à Sharm el-Sheikh en Égypte. Au cœur des débats de ce grand rendez-vous pour la préservation de la planète et de ses ressources, la société civile et la jeunesse du continent ont joué un rôle capital dans la prise des décisions cruciales pour endiguer les problématiques environnementales en Afrique et dans le monde. Quel regard portent les membres de la société civile au Sénégal sur les mesures prises lors de la COP27? Élément de réponse dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur le sujet, nous sommes avec Antoine Ndamafay, analyste des politiques publiques, spécialiste en économie du changement climatique. Vous avez aussi participé à la COP27 ainsi qu'à d'autres COP et rendez-vous climatiques. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, c'est un réel plaisir pour moi aussi de revenir sur le plateau. Je suis, comme vous l'avez dit, Antoine Ndamafay. Je suis un consultant indépendant, mais beaucoup plus important, je suis un membre du Comité national sur les changements climatiques du Sénégal. Et à ce titre, depuis 2009, je participe à ces rencontres de la Convention cadre des Nations Unies, dont la dernière vient de se terminer juste le 20 décembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager votre expérience avec nous. On se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Bachir Bodian et Giro Tokbe. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques a connu une forte participation de la société civile africaine pour une première fois. À Sharm el-Sheikh en Égypte, l'un des plaidoyers majeurs de la COP27 était la question des pertes et dommages. Au moment même de la COP, il y avait une série de consultations qui a été déroulée au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Je peux dire 8 pays ont été sélectionnés dans le cadre de cette initiative pour porter un peu la voix des communautés concernant plusieurs enjeux, dont l'adaptation et aussi les transferts technologiques, les pertes et dommages. Maintenant, concernant l'adaptation, ce qui était important à ce niveau, c'est de pouvoir préparer nos décideurs politiques, en l'occurrence les négociateurs, à mieux revisiter ou bien défendre l'urgence du financement qui doit être accordé pour la mise en œuvre des PNA, les programmes nationaux, les programmes nationaux d'adaptation, mais aussi le programme de Sharm el-Sheikh qui a été élaboré à Glasgow et qui demandait aux négociateurs de faire un programme de travail sur 2 ans pour non seulement définir ce qu'on appelle l'objectif global d'adaptation, le GGA, qui est l'article 7 de l'accord de Paris, mais surtout de pouvoir montrer la voie aux négociateurs sur comment mesurer l'adaptation et qu'est-ce qui doit être dans ce programme de travail. Au bout de 2 semaines de négociations entre les parties, le plaidoyer pour les pertes et dommages a été un succès. Un consensus a été trouvé pour la mise en place de mécanismes de financement des pertes et préjudices. La COP 27 nous a un peu laissé sur notre faim parce qu'il y avait beaucoup d'attentes qui étaient nourries en amont de la COP. Les acteurs se sont préparés parce que c'était une COP qui devrait se dérouler en Afrique. Donc c'était une opportunité à saisir. Mais in fine, on voit que c'est toujours le politique qui l'emporte sur les techniciens. Mais aussi, on voit aussi que les pays développés viennent toujours bien préparés avec des promesses et que aussi la Convention reste encore toujours muette sur certaines approches, notamment la promotion du développement bilatéral, la coopération bilatérale, au détriment de l'approche qui devrait être l'approche multilatérale. On voit que, en tout cas à la fin de cette COP, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses, il y a beaucoup de défis encore à relever. Et je pense qu'ensemble, avec toujours les acteurs non étatiques, on pourrait davantage collaborer, mais surtout inspirer nos décideurs pour mieux se préparer en amont des COP. Durant cette COP, la société civile a une fois encore démontré son rôle et sa capacité à porter le plaidoyer. Ceci dans une perspective de contraindre les politiques publiques à jouer le rôle qui est le leur.
Quand on a vu tout ce qui a été dit à Sharm el-Sheikh, en Égypte, on a compris quand même qu'en l'espace d'1 an, il y a eu une grande avancée concernant essentiellement l'intégration des questions de perte et dommages. Et ça, il fallait aussi trouver un cadre consensuel pour la mobilisation des ressources, pour la mise en œuvre donc, des pertes et dommages. Et là aussi, on a pu trouver un texte consensuel. Donc aujourd'hui, officiellement, l'une des grandes décisions de la COP, c'est qu'on a maintenant un cadre de fonds alloués. On n'a pas encore le montant, mais on sait qu'il y a un cadre financier qui est mis en œuvre et qui doit s'intéresser, qui doit gérer uniquement les questions des pertes et dommages. Donc ça, ce sont des avancées qu'on ne croyait pas probablement avoir, même si on poussait véritablement sur la question, on ne croyait pas les avoir et on a pu les avoir grâce à la flexibilité des parties négociatrices, mais aussi à la pression de la société civile qui était derrière. Le secrétaire général de l'ONU a annoncé un plan de 3,1 millions de dollars pour garantir que chaque citoyen de la planète soit protégé par des systèmes d'alerte précoce dans les 5 prochaines années. De grandes annonces ont été faites lors de la COP27. Le plus important pour ces spécialistes reste leur réalisation effective. La société civile a continué à poser des questions les plus pertinentes, les plus objectives, à les mettre sur la table et à faire en sorte que les États puissent intégrer ces questions-là en termes de décision et surtout aussi en termes de mise en œuvre de décisions après les cadres de négociation multilatéraux tels la COP. L'autre défi reste la mobilisation des ressources financières pour accompagner de façon efficace les pays en développement. C'est une question lancinante et qui continue de faire beaucoup, en tout cas, qui continue de susciter beaucoup de réactions de la part des organisations de la société civile, parce qu'on considère que l'Afrique, de manière générale, ne contribue que pas moins de 4%, même 3% des émissions à l'échelle internationale, mais subit majoritairement les effets des changements climatiques, notamment les inondations, les vagues de chaleur, les postes de sécheresse et ainsi de suite. Mais toujours est-il que la Convention nous a demandé, en tant que pays signataire de l'accord de Paris, de monter la voie, d'élaborer ce qu'on appelle la contribution déterminée nationale, le CDN. La contribution déterminée nationale, CDN, se trouve au cœur de l'accord de Paris et de la réalisation de ses objectifs à long terme. Au niveau de chaque État, celui-ci doit être révisé. Vous savez, dans le cadre de la Convention, il y a une obligation de réviser les CDN chaque 5 ans. Et chaque 5 ans, la CDN doit être beaucoup plus ambitieuse que la CDN passée. Pour nous, il est important, on le sait tous, que ce sont les États qui s'engagent, mais l'opérationnalisation des contributions déterminées au niveau national va forcément passer par les acteurs non étatiques, les collectivités territoriales, mais également les organisations de la société civile qui aujourd'hui de plus en plus ont l'expertise nécessaire pour travailler à côté de l'État et permettre à l'État également d'atteindre ses objectifs. Ce que nous souhaitons, aussi bien pour le Sénégal que pour les autres pays africains, que ce processus soit inclusif. Donc ce processus de révision des CDN soit inclusif, ouvert à l'ensemble des acteurs non étatiques, aux organisations de la société civile et de trouver également des mécanismes au niveau national qui permettront à l'État du Sénégal de pouvoir capter les efforts qui sont fournis par les acteurs non étatiques en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également en termes de renforcement de la résilience des communautés. Désormais disponible, il va falloir que nos États, les États qui réclamaient à corps et à cri la question des pertes et dommages, puissent mettre en place des mécanismes nationaux qui permettront la mise en œuvre. Et quand je parle de mécanismes nationaux, je pense à l'intégration des pertes et dommages dans les contributions nationales et déterminer que les pays ont écrit, donc revisiter ces contributions-là pour faciliter l'intégration des pertes et dommages dans ces documents-là, ce qui doit légitimer la raison pour laquelle on doit décaisser, on doit débourser de la ressource. Les jeunes ont été particulièrement mis en avant lors de la COP27. Le secrétaire exécutif d'ONU Climat a promis d'exhorter les gouvernements à ne pas se contenter d'écouter les solutions proposées par les jeunes, mais à les intégrer dans les processus de décision et d'élaboration des politiques. Pour les jeunes, c'est une belle occasion de se frotter à la réalité des négociations climatiques. Il y a un sentiment de satisfaction
par rapport à la participation de la société civile africaine au niveau de cette 27e COP africaine, qui a enregistré le plus grand nombre de personnes membres de la société civile au niveau d'une COP. Donc ça, c'est une première. Donc pour nous autres qui arrivions pour la première fois à la COP, on s'était senti un peu perdus parce qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions et beaucoup d'ateliers en même temps qui se passent. Et on s'est rendu compte que chaque partenaire avait aussi son cahier de charge et ses propres activités, ce qui fait que suivre les négociations devenait un peu trop compliqué. Mais avec les réunions qu'on a tenues grâce à ENDA, les réunions de préparation avant COP et les réunions de débriefing, ça nous a permis aussi, et les séances qui se sont passées au niveau du stand du Sénégal, quand même il y avait pas mal d'activités, nous ont permis aussi de comprendre un peu les enjeux. En tant qu'activiste environnementaliste, cette situation c'est important pour moi afin de comprendre vraiment ce qui s'est passé là-bas, parce qu'il faut comprendre que c'est pas facile de comprendre ce qui se passe à la COP. Depuis, quand on parle des mécanismes adoptés, des fonds climatiques, tout ça, ces termes-là, c'est un peu... parfois, il y a des arguments, on te donne des justifications ou on t'apporte des arguments que tu ne comprends pas. Donc, c'est important de participer à ces genres de restitutions afin d'être sur le point, comprendre ce qui a été dit pour envisager quel combat qu'on va mener pour la prochaine COP. Et qu'on n'a pas facilement accès au niveau pays, mais ce cadre-là nous permet aussi de pouvoir échanger de façon très informelle avec les autorités, de porter la voix, mais aussi de comprendre les enjeux au niveau État. Parce que les négociations, ce n'est pas que ce que l'État veut, mais c'est un ensemble qui se retrouve pour aller défendre un point. C'est ce qui donne la force aux négociateurs, c'est ce qui donne la force aux pays du Sud. Et donc, forcément, il y a des choses que les États voudraient avoir, mais qu'ils ne peuvent pas, parce que dans un élan d'ensemble, on aura besoin de laisser certains points au profit d'autres pour le succès du groupe. Membre des Jeunes Volontaires pour l'Environnement, cette restitution va juste me permettre de toujours continuer dans mes actions, à toujours continuer à sensibiliser les gens, à multiplier mes actions, parce que c'est le fait d'obtenir ces résultats-là, c'est une sorte de motivation, se dire qu'on ne perd pas vraiment notre temps. C'est vraiment un pas en avant, voilà. Organisés en Afrique, les pays du Sud et particulièrement les acteurs non étatiques s'étaient préparés pour souligner et alerter à la COP27 sur l'urgence et la mobilisation des ressources conséquentes prévisibles. Ceci pour faire face à l'exacerbation des aléas climatiques et de leurs effets sur les communautés et territoires. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Antoine Dama-Faye, analyste des politiques publiques, spécialiste en économie du changement climatique. Monsieur Faye, d'abord un mot sur notre reportage et les différents avis recueillis. Quelle lecture faites-vous de ces interventions ? Moi, personnellement, je pense que c'est un bon reportage et il fallait être là-bas pour vraiment se rendre compte de comment les acteurs apprécient ce qui a été fait. On a vu qu'il y a eu, au départ, ils ont commencé par être positifs. Tout le monde a commencé par être positif. Oui, c'est vrai, d'après ce qu'ils ont amené comme résultat de la COP. Mais au fur et à mesure, ils se sont rendus compte aussi que peut-être il y a eu un peu d'emballement et qu'en réalité, on n'a pas été jusqu'au niveau où on espérait avoir des résultats. Et ça, peut-être dans le courant de l'émission, on va pouvoir développer exactement pourquoi est-ce que c'est comme ça. Monsieur Faye, selon vous, quelle a été l'importance de la participation de la société civile et de la jeunesse africaine à cette COP27 ? Dites-vous bien qu'on ne pourra plus rien faire sans la société civile et encore moins sans la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et quand on parle de développement durable, c'est parce qu'on veut laisser une empreinte qui va pouvoir continuer. Donc si on ne forme pas cette jeunesse dès maintenant, ce n'est pas la peine de faire des grosses thèses. La société civile, en réalité, c'est elle qui peut faire changer les choses. Parce que les gouvernements ou bien les États sont ce qu'ils ont. Il y a toujours, dans les contextes, il y a toujours des dilemmes que les gouvernements n'arrivent pas très souvent à solutionner sans
s'ils n'ont pas cette pression de la société civile derrière eux. Et que ça soit en Afrique ou bien dans les pays en développement, que ça soit dans le monde qu'on appelle le monde développé, la société civile a toujours été l'enclencheur des réformes et de la fuite, disons, de l'avancement des choses. Donc, pour moi, en tout cas, qui était à la COP, j'ai vu ma société civile, j'ai vu les acteurs non étatiques. C'est énormément, c'est phénoménal ce que ces gens-là arrivent à faire. La COP27, vous y étiez. Globalement, quelles sont les recommandations issues des pourparlers qu'il y a eu sur place à Sharm el-Sheikh? D'abord, il faut revenir sur le principal résultat, que tout le monde se félicite. Parce que, pourquoi les gens se félicitent? Parce que cet article a failli ne pas même figurer dans l'agenda. Il a fallu se battre 3 ou 4 jours avant le début de la COP pour l'introduire dans l'agenda. Mais au départ, et le secrétariat et les gens, la présidence de la COP n'arrivaient pas vraiment à s'entendre sur ce point. Mais quand on a su que le point était dans l'agenda, les gens ont un peu, disons, forcé les choses pour arriver à ce résultat. La première recommandation que moi je tiens à faire, c'est que oui, on a ce mécanisme qui existe. Mais par expérience, au vu de ce qui s'est passé avec le Fonds vert climat, avec la promesse de 100 milliards de 2009 qu'on n'arrive même pas encore à réaliser, je pense qu'il faut revenir sur terre. C'est bien, le mécanisme existe, mais maintenant, il ne faut pas perdre la concentration sur ce qui doit se faire. C'est d'arriver à opérationnaliser ce mécanisme. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle un mécanisme transitoire qu'on va mettre en place, ou bien qui est déjà mis en place, pour que toute cette année 2023, pour que les gens puissent penser sur comment opérationnaliser rapidement ce mécanisme. Qu'est-ce qu'on peut noter comme avancée majeure, surtout en ce qui concerne tout ce qui est en faveur des pays les moins avancés, encore appelés PMA ou LDC en anglais? Oui, les avancées, comme je sais que les COP ne sont pas, disons, c'est une dynamique, c'est un processus. D'une COP à une autre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On ne peut vraiment pas faire la fine bouche. Les pays les moins avancés, on leur a réservé quelquefois des avantages. Je ne dis pas qu'ils sont anormaux, mais parce qu'au vu de leur vulnérabilité, au vu de leur manque de moyens, il faut vraiment faire quelque chose pour que ces pays-là puissent être disons, dans le temps de l'action, parce que le changement climatique, pour lutter contre, il n'y a que 2 façons, c'est de diminuer les émissions ou bien de s'adapter. Une fois que l'adaptation ne peut plus faire, c'est pour cela qu'on a parlé de pertes et préjudices. Et ces pertes et préjudices étaient bien là. C'était disons, une réclamation qui venait même des petits États insulaires, tels que Vanuatu, qui avait dit depuis 30 ans qu'elles ne pouvaient pas continuer à vivre comme ça parce qu'elles sont en train de disparaître. Donc il faut prévoir quelque chose qui pourrait dédommager après le fait qu'on ne puisse plus s'adapter. Et ça, les pays en développement et les petits États insulaires ont acquis un grand bénéfice par cette adoption de ce mécanisme. Et qu'en est-il des nouveaux engagements des pays développés et autres grands pollueurs? Là, il faut toujours faire la part des choses. Ces pays-là sont aussi assujettis à une société civile. Et si vous vous rappelez, les Gilets jaunes en France, c'est des décisions qui n'ont pas été concertées, que l'autorité a prises, n'a pas concerté sa société civile, qui a amené qu'on a eu les Gilets jaunes. Donc, de l'un à l'autre, qu'on soit un pays développé ou qu'on soit un pays en développement, il va falloir composer maintenant avec la volonté de sa population, de sa société civile. Donc, il ne faut pas tellement aussi croire que c'est très facile pour ces gens-là, mais ils ne pourront jamais s'arrêter de faire des promesses. Concrètement, quelles sont les mesures prises lors de cette COP27 qui, selon vous, auront
un impact immédiat sur notre continent au niveau environnemental? Il y a le fait que la décision de couverture, comme on l'appelle, a sorti ce qu'on appelle la mise en œuvre de Sharm el-Sheikh. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement une décision qui a été sortie, mais c'est de donner un planning, un programme de comment mettre en œuvre tout ce qui s'est passé à Sharm el-Sheikh. Et sur ça, il dépendra maintenant de chaque État, suivant son organisation institutionnelle, de pouvoir vraiment avancer là où il faut. Et qu'en est-il de la nécessité de réviser les contributions déterminées nationales? Je précise que les CDN constituent un point clé de l'accord de Paris et de la réalisation de ses objectifs à long terme. Il faut les réviser parce que l'accord de Paris n'est pas contraignant, quoi qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation sur certaines choses. Et pourquoi il faut les réviser? Parce que le monde avance. Si vous dites aujourd'hui que je peux inconditionnellement, c'est-à-dire sans aide, je peux diminuer mes émissions à 5 ou 7%, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'il va falloir réévaluer ça. Et ça, on ne peut pas continuer. Si on veut avoir une ambition globale qui reflète avec les conclusions scientifiques du rapport du GIEC, il va falloir revoir chaque 5 ans ce qu'on s'est dit. Est-ce que ça atteint la somme de là où on devrait vraiment être? Et c'est très difficile. Et lors de cette COP27, les jeunes ont fait entendre leur voix à travers le pavillon des enfants et des jeunes, le premier du genre. C'était aussi l'occasion de tenir le tout premier forum sur le climat dirigé par des jeunes. Quelle lecture faites-vous de la participation massive de la jeunesse à cette COP27? Mais cela augure de bons lendemains. Cela veut dire que maintenant, cette thématique du changement climatique est bien comprise à bas âge. Et c'est ça qu'on cherchait, parce que c'est très difficile de changer les habitudes de quelqu'un qui est déjà un adulte. Mais si un jeune se rend compte que je dois, moi aussi, participer pour, disons, voir les résultats positifs sur ce que moi je constate, moi je pense que c'est une bonne chose. Et à Sharm el-Sheikh, peut-être qu'il y a eu aussi d'autres facteurs qui ont fait que les jeunes sont venus, parce qu'il y avait cette tendance à vouloir croire que l'Égypte n'était pas trop ouverte à cette société civile, mais en étant à la COP, on a constaté que effectivement la jeunesse, les acteurs non étatiques, la société civile avaient libre cours et pouvait dire et faire ce qu'elle voulait. Merci Monsieur Faye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes analyste des politiques publiques, spécialiste en économie du changement climatique. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.